aux organisateurs pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse de venir partager aujourd'hui une réflexion sur les enjeux de la transition pédiatrie-service d'adultes, mais plus largement la transition enfance-adulte. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Combien d'enfants et adolescents sont concernés par la maladie chronique en France? En fait, on ne sait pas très bien, puisqu'il n'y a pas de données épidémiologiques précises. Globalement, sur les données autodéclaratives de l'enquête en classe HBSC, c'est 18% de la population. Si on prend juste les ALD, les affections de longue durée qui sont prises en charge à 100% par la Sécu, on est autour de 3%, et c'est à peu près la même chose pour les maladies rares. Peu importe l'origine des chiffres, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de ces chiffres depuis plusieurs décennies. D'une part, en raison du mode de vie qui change, avec notamment une émergence très forte des maladies inflammatoires chroniques, comme les MICI. Et puis, d'autre part, en raison des progrès médicaux, qui sont fulgurants, évidemment, ces derniers temps, et qui fait qu'on a une survie qui est augmentée pour les enfants qui sont porteurs de maladies chroniques. À titre illustratif, pour la mucoviscidose, l'espérance de vie, il y a une cinquantaine d'années, c'était 8 ans. Maintenant, elle dépasse 50 ans et elle va largement augmenter avec les nouvelles thérapeutiques. Donc ce qu'on voit, c'est que cette transition pédiatrie-service d'adultes, elle concerne de plus en plus de jeunes qui vont arriver dans le bocal du service d'adultes. Alors, c'est une zone de danger. Et pourquoi est-ce que c'est une zone de danger? Parce qu'en fait, il y en a un tiers pour qui ça va être très compliqué, qui vont décrocher des soins, arrêter leur suivi médical. Et c'est là le risque de survenue de complications, survenue à court terme. On voit qu'il y a une surconsommation des soins, il y a même des rejets de greffons, une surmortalité. Et puis à long terme, des complications avec des séquelles qui peuvent apparaître. Et tout ça, ça a un impact évidemment sur la santé globale et la qualité de vie. Il y a un succès quand même de la transition pour une majorité, un succès qui se définit de manière internationale par une forme de consensus sur le fait qu'un succès, c'est la présence des jeunes dans des consultations à 2 ans après le départ de la pédiatrie. Ça paraît très bas de gamme comme ça, comme critère, très prosaïque compte tenu des enjeux, mais on voit bien que là, l'idée, c'est déjà que le jeune soit inclus dans un parcours de soins et de là peut ensuite démarrer le soin plus global. D'autres auteurs proposent quand même la qualité de vie qu'il faut évidemment prendre en compte. Alors, changer de service, c'est aussi changer de culture. Les services d'adultes me pardonneront le côté caricatural de la photo, mais qui souligne un peu la grande différence qu'il y a entre la pédiatrie et le service d'adultes. La pédiatrie, c'est un endroit où on se connaît par cœur. Beaucoup de patients parlent d'une famille, disent qu'on se connaît, je vois des sourires dans la salle, on se connaît bien, on se protège. Quand on ne vient pas au rendez-vous, on nous rappelle, on nous dit qu'est-ce qui s'est passé, on vous donne un autre rendez-vous, ça va bien aller, etc. Avec une figure du médecin qui est quelquefois très idéalisée par rapport aux autres figures des soignants pourtant très investis. C'est aussi un endroit où on est un peu à l'abri des complications. D'abord, en tant que pédiatre, on ne les connaît pas toujours très bien parce que les choses évoluent très vite. Il faut vraiment se mettre tout le temps à la page et c'est un défi. Et puis aussi parce qu'on ne veut pas annoncer forcément les mauvaises nouvelles. Quand le quotidien est déjà lourd, si en plus on annonce la suite, c'est trop pour les familles. Et puis quand on arrive en adulte, pour les jeunes ou pour les parents, on voit qu'il y a un sentiment d'abandon. Ça, c'est très fréquemment décrit. Un abandon parce qu'on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas les personnes. Il y a une injonction à l'autonomie qui est ressentie alors qu'on est quand même très jeune. On est censé, soi-disant, faire son traitement tout seul, ses démarches administratives tout seul, venir tout seul en consultation. On voit bien comme adulte, quand on est patient, c'est pas si simple. Et puis, la place des parents, on y reviendra tout à l'heure, qu'il faut complètement redéfinir. Et c'est en fait à l'arrivée en service d'adulte que le jeune va être vraiment confronté au long terme. Au long terme, et vraiment prendre conscience souvent de la chronicité en fait, de son état, du fait que c'est une maladie à vie, en tout cas dans les pathologies qui nous concernent aujourd'hui. Un élément important dans cette expérience, c'est la confrontation avec les patients qui sont plus âgés et qui vont être croisés en salle d'attente. Et c'est quelquefois très violent, il y a vraiment des écrits là-dessus. Et donc, on les prépare, les jeunes, à dire, voilà, tu verras des jeunes, des gens dans la salle d'attente, c'est pas toi dans 30 ans, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes thérapeutiques, les choses changent et tout ça. Ça, c'est vraiment important de décoder cet aspect. Et puis c'est la confrontation avec les limites en fait, les limites dans les projets de vie qui se multiplient à cet âge-là, évidemment, on y reviendra. Et on voit bien que
à ce stade-là, il y a une très forte intrication, évidemment, entre la transition des soins et puis l'adolescence elle-même, en fait. Alors, un scoop, l'adolescence, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. Plus sérieusement, il y a des tranches d'âge, en fait, qui sont avancées avec des travaux variés. Globalement, ça commence vers 10 ans, c'est-à-dire un tout petit peu avant la puberté. Et les nouvelles définitions proposent d'aller jusqu'à 24-25 ans. Alors, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ? En fait, tout démarre avec la puberté, les changements corporels, les changements psychiques, la croissance, l'acquisition des caractères sexuels secondaires. Et puis, parallèlement, on a une maturation cérébrale qui se poursuit jusqu'à 24-25 ans et qui est asynchrone entre le système limbique, le système des circuits de la récompense, de la régulation des émotions, et puis le cortex préfrontal qui va maturer un petit peu plus tard. Et c'est l'endroit où on pose les raisonnements, où il y a un jugement, une rationalité. Et donc, quand on a un jeune qui marche sur un mur à 4 mètres du sol et qui ne voit pas le problème, c'est vraiment aussi très physiologique, quoi. En fait, pendant l'adolescence, les jeunes vont devoir accomplir les tâches développementales, c'est-à-dire l'individuation, la subjectivation devient sujet pensant, l'autonomisation évidemment et la sexualisation. Et en fait, à ce moment-là, va tout se redistribuer. Le jeune, de manière consciente ou pas, va vraiment faire le tri entre ce qu'il va garder de l'enfance et ce qu'il va reconstruire pour l'âge adulte. On change de peau en fait à l'adolescence. Donc il y a une redistribution des valeurs, une redistribution des identités, des idées et des références sociales, une prise d'autonomie évidemment vis-à-vis des parents. Winnicott parle de meurtre parental symbolique, et puis cette référence à la mort aussi, la culture morbide des ados, c'est une réalité avec vraiment un mouvement entre une recherche de sécurité, quelque chose de cocon, avec une référence au doudou dans les chambres et tout ça, et puis aussi des expérimentations, un test du corps, un test de ces nouveaux possibles qui sont aussi un peu effrayants en fait. Souvenez-vous de votre puberté, ça va très très vite en fait, tout ça. Et puis il peut y avoir même des conduites à risque qui ne sont pas forcément une recherche de mort, ça peut être aussi un souhait de vivre plus, d'expérimenter ce nouveau corps. Et évidemment, il y a aussi la sexualisation, avec l'acquisition d'un désir, le désir sexuel, la question de la désirabilité et de l'amabilité. Suis-je aimable ? Vais-je pouvoir rentrer en contact avec les gens ? Et puis la capacité de reproduction, évidemment. Et on voit bien que c'est un ensemble de processus psychiques qui démarre avec l'impulsion de la puberté et puis qui vont vraiment remettre devant la question de la dépendance, en fait, au sens large. Et puis, il n'y a pas de puberté sans société. On n'est pas adolescent de la même façon dans les différents pays et à travers les âges. Et ça, c'est un élément sur lequel on ne va pas s'étendre, on pourra y revenir. En fait, là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est que cette adolescence, dans toute sa complexité, elle va se jouer dans un corps qui ne va pas bien, un corps souffrant, un corps défaillant, et un corps qui a vécu cette blessure narcissique de la maladie, du handicap, de la malformation. Et donc, on va avoir un doublement des fragilités narcissiques, d'une part celle de l'adolescence, comme tous les ados, et puis celle de la maladie, du handicap. Chez l'enfant, il peut y avoir des mécanismes de défense, des réactions assez variées selon les périodes et selon les situations. Il peut y avoir même un moment, une désertion du corps, un désinvestissement, qui fait qu'on peut avoir même des enfants qui se réfugient dans l'imaginaire, là où en fait on peut tout, en fait, on est capable de tout dans l'imaginaire. Et puis on peut aussi avoir des situations où le corps est surinvesti, surprotégé, avec une forme d'angoisse parentale qui va figer l'enfant dans un état d'enfant. Et à l'adolescence, en fait, tous ces équilibres qui se sont créés par nécessité, en fait, pour se confronter aux soins et à la maladie et à la violence, quelquefois, de ces soins, ils vont être mis à mal, ils vont être rebasculés. Et on voit que ce travail de renoncement à l'idéal du moi, qui est vraiment le travail de l'adolescence, il va être compliqué par la présence de cette maladie ou du handicap. Alors,
Évidemment, du coup, on comprend bien que l'adolescence et maladie chronique, c'est antinomique en fait. À l'adolescence, on grandit, on a sa puberté. Dans la maladie, on peut avoir un retard de croissance, être plus petit en taille. Il y a un retard pubertaire, quelquefois on est même obligé d'induire la puberté, une atteinte de l'intégrité du corps avec une image de soi qui est quelquefois très mise à mal. C'est l'âge des expérimentations, de la liberté, une créativité, alors que la maladie va confronter à des limites, des menaces, va arrêter le temps, et finalement ce moment de temps présent qui se vit chez l'adolescence, il va être vraiment confronté à cette question du long terme qui va se rappeler tout le temps à l'adolescent. Et puis il y a la question de la visibilité de la maladie chronique qui est évidente dans beaucoup de cas, et puis il y a aussi la visibilité indirecte par l'absentéisme scolaire, par le fait d'avoir des traitements, par le fait de ne pas manger comme tout le monde. Donc tout ça fait qu'il y a une forme d'intimité exposée malgré le souhait de l'adolescent parfois. Alors, comment on fait pour vivre avec sa maladie? D'abord, il y a la question de la normalité. La normalité, c'est ce qui anime beaucoup d'ados. À l'ado, adolescent, on veut être normal, on s'habille comme les autres, on rigole à la même blague, etc. Et comment on fait, en fait, pour se sentir normal? Et il y a vraiment la question de la place de la maladie, en fait, dans la vie. Est-ce qu'on est normal avec une maladie? Je pense à un jeune qui avait une maladie, une mucoviscidose, qui avait 20 comprimés par jour depuis 17 ans, avec des hospitalisations. Il disait, moi, je suis normal à part une protéine, en fait. C'était vraiment son sentiment. Et c'était super. Et il y en a d'autres pour qui c'est vraiment une identité. Ils sont la maladie, d'accord? Quelquefois, ce qu'on fait, c'est qu'en consultation, on leur demande comment ils portent leur sac. Je ne sais pas si vous utilisez ce petit tips. On leur dit, voilà, vous imaginez la maladie, c'est un petit sac. Comment vous le portez? Vous le portez sur le dos, il est gros, il est petit, vous le laissez derrière vous. Vous pouvez le laisser quand vous partez en vacances et tout. Et ça, c'est un moyen assez informatif de voir quelle est la place de cette maladie. Il y a la question de l'acceptation. Certaines associations insistent pour dire qu'on n'accepte jamais l'inacceptable et qu'en fait, on apprend à vivre avec toute cette composante. Il y a la question de l'adhésion au traitement. Adhérer au traitement, ce n'est pas seulement suivre l'ordonnance du docteur, c'est aussi poser un acte consentant à prendre un médicament, à se soigner, en comprenant tant bien que mal les enjeux. Et puis on voit bien qu'il peut y avoir des périodes de vie où on arrête le traitement, on compose, et ça fait vraiment partie de l'adolescence aussi, d'expérimenter la dépendance par rapport à un dispositif, par rapport à un médicament, de prendre le pouvoir, en fait, de reprendre le pouvoir sur cette maladie. J'ai mis propre ordonnance, en fait, on voit bien comme soignant que finalement il y a une forme de propre ordonnance inconsciente que se fait le patient. Il y a l'ordonnance du médecin qui dit il faudrait faire ça. De manière plus ou moins consciente, le patient qui dit moi là-dedans je vais prendre ça, je comprends pas, ça j'ai pas besoin, ça me saoule, et ça oui je suis d'accord. Et en fait, pour parler de l'observance avec les gens, il faut partir de la propre ordonnance, en fait. Quel est l'acceptable, en fait, pour eux dans ces situations? Voilà, et tout ça fait qu'il y a des périodes, en fait, variables d'expérimentation, mais aussi de refus, de révolte, d'auto-sabotage, de déni, et puis aussi quelquefois d'acceptation, de reprise de contrôle, qui vont faire qu'il y a des mouvements pendant l'adolescence qui vont se jouer avec un mouvement de réappropriation, d'autonomisation qu'on espère à la fin, à l'arrivée en adulte, et puis qui passe par la prise de risque, qui peut être nécessaire, comme on l'avait dit dans l'arrêt des traitements quelquefois, mais qui peut passer aussi par la mise en danger avec le risque d'échec et de rupture. Alors, comment on travaille avec un ado? D'abord, il faut comprendre que l'ado, il est l'acteur principal. On le reçoit seul, on insiste sur la confidentialité. On n'est pas obligé de tout mettre dans les comptes rendus, on n'est pas obligé de mettre tout dans les oreilles des parents. Et ça, les parents comme les jeunes sont très à l'aise avec ça. On implique évidemment les parents, c'est pas un électron libre, un adolescent. Et puis, on prend du temps. C'est compliqué quelquefois à l'hôpital avec la question de la facturation des soins pour les ados, notamment quand ils arrivent en adulte. Il y a l'attitude informelle qu'on travaille en médecine de l'adolescence, une forme de souplesse qu'il faut avoir. Et puis, on travaille avec l'évaluation globale. Il y a la checklist AIDS que vous connaissez peut-être, qui répertorie tous les aspects du quotidien qui peuvent et qui doivent être pris en compte dans la prise en charge de l'ado. Et puis, le vécu de la maladie. Et pour ça, on propose une trame passé, présent, futur, assez classique, mais qui permet déjà de partir du passé. Et le passé, c'est souvent l'annonce diagnostique. L'annonce diagnostique, c'est le traumatisme de
la maladie. C'est vraiment un coup de tonnerre dans un ciel serein, traumatisme qui vient éventuellement s'ajouter à d'autres traumatismes qu'a vécu la famille. Et donc finalement, décortiquer un petit peu cette situation familiale et d'où part dans quel contexte s'inscrit l'arrivée de cette maladie, le diagnostic, même si c'est très précoce dans la vie, c'est vraiment un élément important et sur lesquels il va falloir travailler pour désamorcer les strates. Travailler sur l'héritage aussi, les éléments dont hérite en fait de manière psychique le jeune, avec la question du secret, la question de la culpabilité dans la transmission éventuellement de la maladie, que ce soit une transmission réelle ou une transmission fantasmée. Alors, au présent, dans la vie avec la maladie, on va déjà travailler sur qu'est-ce qu'il connaît de la maladie, quels sont les effets ressentis, avec notamment la fatigue, qui est quelquefois très banalisée parce que les ados sont fatigués, ils sont toujours crevés et tout. Bon, le retard de phase, c'est-à-dire le décalage d'horaire de sommeil existe, mais les ados ne sont pas censés être fatigués tout le temps. Et ça, c'est vraiment très, très marqué dans la maladie chronique. Les limitations sociales, en fait, qui vont être très pesantes parfois, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir aller au McDo avec les amis qui va être le plus pesant. La charge mentale qu'on évalue et qui est soulignée par cette Instagrammeuse Draw Your Fight qui fait à laquelle je vous renvoie, qui fait des dessins très, très pertinents sur la question de la maladie chronique au quotidien. Et puis le traitement, qui fait quoi au quotidien, quels sont les effets secondaires qui vont être en fait premiers pour la personne. Et puis on va parler évidemment du développement, puberté, croissance. Après viennent les questions d'adolescence, évidemment avec la scolarité, les activités extrascolaires, comment ça se passe avec les autres jeunes, les autres dans les relations affectives, la question de la sexualité, et puis les consommations. On parle plus de consommation que d'addiction, même si évidemment il y a des situations réelles. Le sommeil, l'alimentation, les écrans, tout ça, vous le trouvez dans la checklist. Et enfin, le futur, il y a la transition des soins, mais il y a aussi surtout le projet de vie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Comment vous vous voyez plus tard? Il y a la question de la vie affective et sexuelle. Quel est le regard de l'autre? Comment on envisage d'être parent? Il y a la question de la transmission, quelquefois, de la maladie. La question de l'orientation professionnelle, évidemment. La question des voyages, elle n'est pas toujours première dans les soins, mais elle est très, très importante à cette tranche d'âge, notamment aussi quand on veut aller habiter 6 mois, faire un Erasmus et tout ça. Voilà. Et puis, évidemment, vient la question de l'évolution de la maladie, les nouvelles perspectives et la transition, mais finalement, qui s'inscrit vraiment dans un mouvement plus général, en fait, qui est vraiment très, très, très multidimensionnel. On compte en fait 4 acteurs de la maladie chronique. Bon, il y a le patient, évidemment les soignants, et avec qui il va falloir refaire un lien de confiance en soins d'adultes. Il y a les pairs aussi, qu'est-ce qu'ils vont renvoyer? Est-ce qu'ils vont être soutenants? Est-ce qu'il y a d'autres qui vont avoir d'autres types de maladies qui vont avec qui il va pouvoir y avoir des échanges? Ou est-ce qu'au contraire, il y aura du harcèlement, de la stigmatisation qui sont décrits comme plus fréquentes pour les jeunes avec des handicaps et des maladies? Et puis il y a les parents. Alors on va faire juste un tout petit zoom sur les parents, parce que pour les parents, la transition, c'est aussi une expérience singulière, en fait. Ils perdent une place, en fait, très particulière, une forme d'identité dans cette expérience. Ils sont souvent très impliqués dans la vie. Quelquefois, la vie tourne complètement autour des soins, de la maladie chronique. Et puis, il peut y avoir vraiment, du fait d'expériences très singulières qui vivent, une forme de solitude qui est très décrite et une forme d'exclusion de ces groupes de parents qu'on pourrait dire normaux. Leur place, elle n'est pas bien définie quelquefois en adulte. Alors qu'en fait, d'un point de vue légal, ils ont le droit de venir, sauf opposition du jeune, ils ont complètement le droit de venir. Et on respecte évidemment l'intimité, la confidentialité. Et plus largement, il va y avoir une sortie de la dynamique d'une triangulation enfant-parent-soignant, même quelquefois au départ qui démarre avec une dyade parent-soignant, quand la maladie se déclare à l'âge bébé, quand elle est diagnostiquée très tôt. Et on passe à une dyade soignant-soigné où la place du parent, elle est complètement pas pensée en fait dans cette dyade. Ce qui a été vu aussi dans une enquête qu'on finalise sur le vécu de la transition par les parents, c'est qu'il y a un conflit en fait des temporalités et des normes à cet âge-là. On va dire aux jeunes, oui, il faut savoir gérer votre traitement tôt, etc. Et puis parallèlement, dans la société, on voit que les choses se font plus tard. L'âge moyen de la décohabitation, c'est 23 ans. La mise en couple, premier emploi stable, c'est 27 ans. Donc il y a quasiment un hiatus de 10 ans en fait entre ces injonctions d'autonomie. Il y a
a aussi la destitution de la responsabilité par les parents. Les parents disent oui, je veux bien aussi, il est majeur, ok, je laisse, mais il ne sait pas faire. Comment on fait? On a quand même un devoir de protéger ses enfants. Donc on voit que ce n'est pas simple en fait pour les parents. Je ne m'étendrai pas sur les résultats de cette enquête qu'on pourra trouver ailleurs, mais globalement, il faut retenir que les parents, pour eux, ils passent vraiment d'une vie très accaparée par la maladie, où ils sont sur tous les fronts, partout, et puis à une position un peu d'aidant, alors un peu propre comme ça, qui est quand même plus compliqué au quotidien qu'on voudrait le voir sur la photo. Alors, les objectifs de la transition, pour revenir vraiment à la transition, c'est de savoir faire. Faire, ça veut dire faire tout seul ou faire avec quelqu'un. On a le droit d'avoir besoin d'aide technique au quotidien, de savoir faire les soins, mais il y a aussi tous les aspects administratifs. Il faut savoir aussi exprimer ses besoins, être vraiment proactif dans le dialogue avec les soignants, qui pourront s'ajuster comme ça à la situation. Et puis pouvoir mobiliser les ressources en santé générale. Et globalement, l'idée, c'est d'augmenter la littératie en santé pour encourager vraiment ce mouvement d'empowerment du jeune. Alors, il y a plein de recommandations, des recommandations internationales multipathologies, et il y en a aussi des spécifiques. En France, spécifiques pour la maladie, pour ne citer que celle-là. Il y en a donc dans le VIH, drépanocytose, diabète, et puis il y a évidemment le travail des filières maladies rares qui est tout à fait exemplaire, dont beaucoup de filières ont déjà avancé sur cette thématique. Et on a aussi des programmes step by step qui sont proposés pour beaucoup en cours de validation. Le petit dernier, c'est le Stepstones qui est suédois, qui propose vraiment un programme d'accompagnement à la transition. Et puis, on a d'une manière croissante une littérature qui montre un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas dans la transition. Et là, on commence à avoir des éléments intéressants et sortir du côté seulement conceptuel. Alors, qu'est-ce qui marche très rapidement? Il y a les programmes très structuré en fait, vraiment très standardisé, avec des coordinateurs de transition. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on attend d'un coordinateur de transition, on pourra en reparler. Il y a les unités conjointes qui permettent du dialogue entre la pédiatrie et service d'adultes, les visites en service d'adultes pour dédramatiser, pour montrer les visages, les murs et tout, pour que le jeune se pense déjà dans l'après. Ça, c'est vraiment, ça le conforte, ça conforte les parents. Et puis évidemment, un résumé de transfert, ça paraît basique, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en service d'adulte sans dossier. On imagine, après 18 ans de suivi, c'est quand même extrêmement violent pour le jeune comme pour les familles. Des services qui sont orientés sur le patient, qui prennent en compte tous ses besoins vraiment dans toutes les dimensions, notamment qui tiennent compte aussi du contexte social, de son projet professionnel et éventuellement de certaines comorbidités, je pense aux comorbidités psychiatriques, et puis évidemment sur cette tranche d'âge, les nouvelles technologies qui sont en plein essor partout, et ça doit pas échapper à la transition. Et en pratique, ces recommandations, en fait, elles se recoupent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Globalement, en pédiatrie, on dit qu'il faut démarrer tôt. On démarre globalement à parler de la transition au début de 6e, même un peu avant. En fait, tout comme vous avez dit peut-être un jour à vos enfants, un jour, tu auras ta maison, je viendrai te voir, tu grandiras. Et là, il faut savoir dire très tôt, il y aura un après service de pédiatrie. Et donc, tout ça en associant l'ado et les parents. On désigne un transiteur quand on n'a pas de coordinateur de transition, ce qui est quand même l'immense majorité des cas en France. Ça peut être une figure dans le service qui va s'assurer que le processus est enclenché. On présente le nouveau service d'une manière ou d'une autre. On sensibilise au fonctionnement des services d'adultes, comme on a dit. On explique quelles sont les différences de culture. Et ce qui était un point fort aussi, c'est de rencontrer des jeunes déjà passés. C'est pas toujours évident. Et là, c'est les associations qui peuvent vraiment nous aider à ça. Vraiment mettre en contact pour dire, comment on peut être quand on est adulte, comment on peut gérer toutes les questions pratiques, les questions de projet, le regard des autres et tout ça. Le transfert, il se fait en général en période propice. Ça peut être une période d'accalmie, une période où il n'y a rien, là c'est le bon moment. Ça peut être aussi une période où tout bouge, une période du bac, un départ en Erasmus. Et là, ça peut être vraiment... On profite en fait d'un mouvement d'émancipation de l'ado pour démarrer ce transfert. Donc c'est à voir au cas par cas. Le premier rendez-vous en adulte, pas trop tard, 3 mois maximum, même si c'est des jeunes qui sont vus tous les 2 ans et que ça suffit. C'est vraiment pour inclure en fait dans un parcours, sinon c'est perdu. Et puis
là, il faut que ce soit un temps de qualité, quoi. Il faut que ce soit un temps tranquille, posé, on explique comment ça fonctionne, qui on appelle quand il y a un problème, qui sont les référents. Hein, vraiment réexpliquer les codes, ça paraît idiot parce qu'on connaît ça. Rien que la couleur des badges, je ne sais pas si faites un petit test avec vos patients, les gens ne savent pas les couleurs des badges à la paix ou ailleurs. Nous, c'est évident que pour nous, tous ces codes se déroulent et ce n'est pas toujours évident de les expliciter. On n'y pense pas forcément. Le médecin traitant, qui est une figure qui est stable en fait entre la pédiatrie et le service d'adulte et qui va s'assurer du suivi de la santé globale, qui ne pourra pas être suivi par le médecin surspécialiste adulte. Et puis on regarde la couverture des droits. En adulte, reconnaître que c'est des jeunes, c'est pas des adultes en miniature, hein, c'est des jeunes, ils fonctionnent pas pareil, et c'est des jeunes qui ont peur d'être jugés, quelquefois peur d'être le mauvais patient, qui vont ne pas tout dire, hein, ils nous le disent, hein, bah non, évidemment, on va pas dire qu'on n'a pas pris notre médicament parce que sinon on va se faire gronder, on va se faire, et on se dit bah oui, mais voilà, on est là aussi pour vous aider, on n'est pas là pour vous juger, mais voilà, tout ça a besoin d'être explicité quelquefois. Ne pas changer d'emblée de traitement, ça c'est pas évident, ça peut chatouiller certains adultologues. C'est vrai que c'est intéressant pour pas mettre à mal la relation qui s'est tissée en pédiatrie et pour pas déstabiliser en fait les liens de confiance, sauf évidemment urgence vitale. C'est important d'attendre un petit peu pour changer les lignes thérapeutiques. Et voilà, et s'assurer aussi que la santé globale, elle est prise en compte. C'est pas que la maladie chronique ou le handicap qui résume la santé. Voilà, pour terminer, quelques outils. Vous avez peut-être entendu parler des plateformes de transition. Il y en a 14 maintenant en France. Il y en a peut-être d'autres qui sont en préparation. Je vous renvoie à notre site pour en connaître un petit peu le fonctionnement, même si le fonctionnement est encore un peu hétérogène, mais il y a vraiment des communs dans les objectifs. Il y a le groupe interfilière maladies rares que Célia va vous présenter tout à l'heure. Le podcast Franchir, qui est vraiment dédié à la transition et pour lesquels on travaille sur une deuxième saison. Le réseau Handicap Orientation, qui est un réseau d'éducation nationale qui met à disposition des conseillers d'orientation spécialisés en handicap et maladies chroniques qui sont vraiment très aidants pour l'orientation des jeunes. On travaille sur une petite série vidéo parentalité et transition. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Et puis le questionnaire d'aptitude à la transition qui permet de faire un état des lieux de la transition avant le transfert et qui est validé en français, que vous pourrez trouver sur notre site. Voilà, donc en conclusion, vous l'aurez compris qu'il y a une forte résonance en fait entre la transition et l'adolescence en général, et ce qui impose vraiment d'avoir une prise en charge multidimensionnelle de l'ado. Au tempo de son développement, bien sûr, et puis du coup en interdisciplinarité. Il y a vraiment maintenant que la transition est très défrichée dans beaucoup de centres, c'est vraiment un enjeu de structuration en fait de ce parcours de transition, de structuration pour qu'il y ait une forme de standardisation à partir d'interventions qui sont validées et qu'il faut peut-être aussi valider en poussant un peu la recherche, pour qu'on ne perde pas des cohortes entières, hein, pour qu'on puisse absorber toutes ces demandes, avec quand même bien sûr un enjeu de personnalisation qui est vraiment essentiel dans cet accompagnement. Et pour tout ça, il faut qu'on travaille en réseau, pédiatres, adultes évidemment, travailler avec la ville, et c'est pas toujours si simple quand on est à l'hôpital, et puis travailler peut-être entre structures de transition. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ce panorama très, très complet et des transitions profondes et des modifications pendant l'adolescence. Et puis le rappel du choc qui est le passage de l'enfant du milieu adulte au milieu adulte, à la fois pour le patient et pour ses parents. Une question, une remarque pour Madame Mellerio dans le public avant qu'on enchaîne. Oui, là-bas. Après, on enchaînera effectivement et on reprend les questions à la fin. Si vous avez des questions en ligne, on peut les poser sur le quiz. Madame Paternoster. Oui, bonjour, je suis Dr Paternoster, neurochirurgien Necker. Je suis dans le centre Craniost et je suis neurochirurgien. Alors peut-être que cette expérience est liée au fait que moi je travaille dans un hôpital pédiatrique. Professeur Leur va montrer une expérience de transition plus efficace, je pense. L'impression qu'on a nous comme on va dire pédiatre, c'est que les docteurs, les médecins adultes, ils n'ont pas le même intérêt, ils n'ont pas la même vision.
c'est difficile presque parler la même langue parce qu'on a un peu l'habitude à cette prise en charge un peu pluridisciplinaire, un peu avec beaucoup d'importance donnée aux parents, à la famille, les aspects psychologiques. Quand on parle comme neurochir de nos malades avec les adultes, c'est un peu plus réduit et on a vraiment l'impression que bon oui c'est plutôt oui je gère une DVP et pas tout qu'est-ce qu'il y a à côté du malade. Donc je trouve que c'est super intéressant et on est tous beaucoup intéressés à ça. Mais est-ce que de l'autre côté les gens qui vont accueillir nos malades ils vont avoir la même attitude? Et peut-être dans des centres où il y a les mêmes personnes qui font pédiatrie adulte, c'est un peu plus facile. Je vous disais, il y a des très bons exemples, mais quand il y a vraiment des centres très pédiatriques, j'ai l'impression que de l'autre côté, tout ce discours qu'on a fait n'est pas exactement entendu de la même façon. Ouais, merci pour cette remarque. C'est effectivement une observation qui est fréquente, hein. Notamment en chir peut-être, parce que je tape pas du tout sur les chirs, j'ai beaucoup de respect. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu, c'est quelquefois, il y a des patients qui sont opérés en pédiatrie et plus en chirurgie. Et on imagine, mais peut-être que les chirurgiens à côté diront que quand on est chirurgien et qu'on ne va pas opérer un malade, c'est moins intéressant que quand on va l'opérer. Mais c'est peut-être une idée un peu brute. Et vous soulignez vraiment effectivement qu'il y a un enjeu de sensibilisation et de formation des soignants d'adultes. On a commencé, nous, à organiser des petites formations comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, les gens sont un peu paumés, mais très volontaires, en fait. Parce qu'on a aussi cette idée qu'ils ont 12 minutes à consacrer à des malades, qui vont se focaliser sur le traitement et tout, et puis que le reste ne va pas forcément les intéresser. C'est pas forcément le cas. Et ce qu'on aurait envie d'encourager, c'est d'identifier une personne par service référent qui va vraiment recevoir les ados, qui a la fibre en fait que ça va intéresser, qui va être OK avec cette espèce de souplesse, la ponctualité fluctuante de l'ado et tout. Et d'autres, c'est pas leur truc, tant pis, ils suivent pas les ados. On n'est pas obligé d'avoir tout le service qui fait de la transition. Ça représente à chaque fois une toute petite file active des services d'adultes. Donc c'est un investissement de formation, d'organisation des soins pour un petit groupe. Alors, il peut y avoir des pratiques qui peuvent être étendues pour d'autres populations, évidemment, mais c'est vrai qu'il faut voir que voilà, ça ne va pas forcément concerner une grosse partie de leurs patients. Je pense que, enfin, si je peux me permettre, parce que moi je suis en chirurgie viscérale pédiatrique et on a vraiment le même problème, Giovanna. Je pense que ce que tu soulèves est extrêmement important parce que tous les corps de métier ne vivent pas la même chose et il y a des transitions maintenant qui sont très très bien organisées. Et pour faire de la transition depuis 10 ans avec un gastro-entérologue, donc qui faisait du Crohn et du cancer du côlon, je suis allée le voir. Et en fait, on est surpris, c'est exactement ce que tu dis, par l'intérêt qu'on peut susciter, parce que on le sait, hein, c'est passionnant de ce qu'on fait, mais je pense que le monde adulte n'est pas du tout au courant de ce qu'on fait, et je pense qu'il y a un vrai enjeu, peut-être même de former des doubles cursus, c'est-à-dire des jeunes en cours d'internat, et les acculturer, quand ils sont de l'adulte, ils font de l'enfant, et ils font de l'enfant. Enfin, moi, en tant que chirurgien pédiatre, j'ai fait 1 an d'adulte, et finalement, c'est pas si mal. Merci beaucoup. On n'a pas le temps, je pose la question, mais on ne répond pas, d'accord? Parce qu'on répondra à la fin. Vous avez employé un terme très intéressant, un adultologue. C'est quoi un adultologue? Et on en reparlera à la fin de matinée. Question en suspens, on y répondra tout à l'heure. Merci beaucoup.